Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Longuet pour vous présenter cette édition spéciale du Journal de la Radio des Nations Unies, et ce pour cause de jours fériés. Une édition spéciale pour nous donner la possibilité d'examiner le problème de la traite des êtres humains et tout particulièrement de l'exploitation humaine à des fins sexuelles. À l'occasion de la Journée mondiale de la justice sociale, journée célébrée récemment, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est engagé à faire tout son possible pour éradiquer toutes les formes d'exploitation des personnes. Aussi, notre invitée est Célia de la Varenne. Elle est journaliste, écrivaine, mais aussi fondatrice de l'organisation Stop Trafficking of People, ou Arrêtons l'exploitation des êtres humains. Célia de la Varenne, à qui Florence Westgard a tendu son micro. Célia de la Varenne, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes journaliste, écrivaine de profession, mais aussi travailleuse humanitaire dans votre cœur. Et donc aujourd'hui, nous allons en parler des problèmes du trafic des personnes et du travail forcé. Donc pour commencer, vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste un peu le travail forcé ? Le travail forcé, c'est un peu comme toutes les sortes de trafic, en fait. C'est à partir du moment où on va utiliser un être humain pour le forcer à faire quelque chose, souvent par la force, souvent en lui prenant son passeport, souvent en le réduisant à l'état d'esclave, en fait, et surtout en ne payant pas. Et là, souvent, le travail forcé peut entraîner aussi d'autres travaux, comme justement tout ce qui est l'exploitation sexuelle. Absolument. Le travail forcé débouche souvent sur la traite des personnes aux fins sexuelles. Parce qu'à partir du moment où les personnes qu'on force à travailler n'ont plus, je dirais, voix au chapitre, puisqu'ils sont considérés comme des esclaves, on s'en sert pour n'importe quoi. Donc on va plus parler de justement l'exploitation sexuelle. Donc est-ce que ça se passe partout dans le monde ? Alors il faut d'abord, si on remonte à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, Internet et tout ça, il y avait déjà l'exploitation sexuelle, la traite des personnes aux fins sexuelles. Simplement, on ne le savait pas. On entendait parler parfois de gamines ou de jeunes filles qui disparaissaient. Bon, on assimilait ça à de la prostitution et en fait, c'était de la traite des personnes aux fins sexuelles, bien sûr. Alors maintenant, nous le savons, mais ce qui a changé en plus, c'est la mondialisation, en fait. La globalisation, la mondialisation a fait qu'une petite Africaine qu'on enlève de son pays, on va la retrouver sur les trottoirs de Paris, on va la retrouver à Londres, on va la retrouver en Grèce, un peu partout dans le monde. Et ça a beaucoup changé. Et comme les trafiquants ne veulent pas se faire attraper, les jeunes filles, et parfois des jeunes garçons aussi, ne restent jamais longtemps aux mêmes places. Ce qui fait qu'ils sont très difficiles à localiser. Et ça rapporte énormément d'argent. Énormément d'argent. Donc vous êtes impliqué, je pense, il y a plusieurs années dans ce chapitre-là, si on peut dire. Donc vous avez créé une NGO, une organisation un peu non gouvernementale. Donc comment vous en êtes venu à justement être si intéressé à ce problème vraiment ? En fait, je devrais dire que c'est grâce à l'ONU. Parce que j'ai fait 7 missions avec l'ONU, sous drapeau ONU, sous mandat ONU, et que les 2 dernières missions que j'ai faites, en Bosnie et au Libéria, on m'avait demandé de créer des programmes de lutte contre la traite des personnes aux fins sexuelles. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sous drapeau ONU avec la police, avec les gens de renseignement, enfin bon, avec tous ces gens-là. On allait dans les bordels et on libérait les jeunes filles. Et on s'est rapidement aperçu que libérer les jeunes filles et les renvoyer dans leur pays, ça servait pas à grand-chose parce que sur place, elles représentent beaucoup d'argent. Donc les trafiquants qui appartiennent au crime organisé envoyaient des représentants pour reprendre les gamines. Et c'était facile parce qu'elles savent de quoi ils sont capables. Vous savez, ils droguent les gamines, ils les violent, ils les torturent, ce qui fait qu'elles disent oui, elles ne peuvent pas faire autrement. Donc quand on dit à ces jeunes filles qui sont rentrées chez elles qu'on va violer ou tuer leur mère ou qu'on va faire la même chose qu'on a fait avec elles à leurs sœurs, elles repartent. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et il y avait aussi le fait que dans les pays où nous étions, que ce soit en Bosnie ou au Libéria, les gamines, ou les jeunes garçons parfois, étaient souvent considérés non pas comme des victimes, mais comme des personnes qui n'avaient pas de passeport, qui étaient mis en prison. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. À l'époque,
que j'avais 2 de mes policiers et on s'est dit, bon ben voilà, il faut qu'on crée une organisation qui ouvrira des centres, non seulement dans les pays où ces jeunes sont achetés, vendus et forcés de se prostituer, mais également dans leur pays d'origine. Et donc, vous avez créé donc cette organisation en quelle année? Je l'ai créée, alors c'est très Et qui compliqué. s'appelle, au fait? Elle s'appelle Stop Trafficking of People et on l'a créée fin 2003, donc ça fait longtemps. Mais fin 2003, on m'a demandé de partir pour le Libéria, ce qui fait que pendant pratiquement 2 ans, cette organisation est restée lettre morte. En rentrant, j'ai écrit un livre parce que j'avais fait une promesse à une jeune fille qui avait été violée par quelqu'un de l'ONU, un civil, mais qu'on n'avait pas voulu croire. Et en voyant ses larmes, je lui ai dit, je vais écrire un livre, je vais raconter ton histoire, ce que j'ai fait. Et donc, en fait, j'ai commencé à m'en occuper en 2008, on va dire, 5 ans après. Donc, 5 ans après, vous vous en êtes vraiment occupé. Donc, on est maintenant en 2015. Donc, où est-ce que vous en êtes exactement avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde? Est-ce que vous êtes impliqué partout? Est-ce que vous voudrez être impliqué partout? Comment ça se passe pour vous? J'aimerais bien être impliqué partout. En fait, non. Idéalement, j'aimerais bien que mon organisation n'existe pas. Ce qui voudrait dire que tout va bien. Mais quand on voit ce qui se passe avec Daesh, avec Boko Haram, où on enlève des jeunes filles et des jeunes garçons, d'ailleurs des bébés même, pour les vendre en tant qu'esclaves sexuels, je me dis qu'on est vraiment plus que nécessaire. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas assez d'argent pour ouvrir des centres. Mais bon, je ne désespère pas. Peut-être qu'un jour, je vais rencontrer quelqu'un qui va vraiment s'y intéresser. Parce que le problème, pour l'instant, c'est que ça n'intéresse pas grand monde. Regardez, c'est 219, je crois, à peu près, jeunes filles qui ont été enlevées en pleine nuit par Boko Haram au Nigeria. 219 jeunes filles qu'on doit réveiller en pleine nuit, sous la terreur, ça fait du bruit. Que personne n'ait entendu, que personne n'ait rien vu, je n'y crois pas. Et ce que je trouve affligeant, c'est que, oui, on a été prompt, le monde entier a été prompt à employer des mots, vous savez, ces mots tellement diplomatiques, oh là là, nous sommes désolés, ces pauvres filles et tout, mais rien n'a été fait, ce qui est bien la preuve que, finalement, des gamines qu'on marie de force, comme le fait ISIS ou Boko Haram, qui se sont arrogés le droit d'en faire leurs épouses ou leurs esclaves sexuels, ça ne dérange pas grand monde. Et pourquoi pensez-vous justement que ça dérange pas autant de monde? Moi, j'ai constaté, à partir du moment où j'ai commencé à diriger ces équipes de lutte pour l'ONU, que la plupart du temps, on ne s'y intéressait pas trop parce que quand il s'agit de filles, on se dit, et c'est très ancré dans, comment dire, dans ce que les gens pensent en fait, oh bon, après tout, elles ont peut-être eu envie de le faire, elles sont des prostituées, qu'est-ce que ça peut faire? Et je crois que c'est pour ça. Et les filles, sur le devant de la scène internationale, n'ont pas vraiment leur voix au chapitre. Et d'ailleurs, à partir du moment où dans des pays comme en Afghanistan, au Pakistan, dans beaucoup de pays arabes aussi, en Arabie Saoudite, on interdit aux femmes d'aller à l'école ou de conduire, ça dit quand même beaucoup. Moi, ça me désole. Donc nous sommes en 2015, on voit qu'il y a énormément encore de problèmes avec la traite de personnes pour des raisons sexuelles. J'ai vu que vous avez commencé à aller en Haïti et voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors j'avais une amie de l'ONU qui m'avait appelée en me disant, tu sais, en Haïti, elle faisait partie de la mission onusienne, et elle m'avait dit, écoute, s'il y a un pays dans lequel il faut que tu viennes, c'est celui-ci, parce que en Haïti, après le tremblement de terre, ce sont les enfants qui sont les victimes. C'est-à-dire qu'il y a les enfants des rues qu'on attire avec des bonbons, un petit peu d'argent et qui deviennent des esclaves sexuels. Il y a aussi les enfants qu'on va acheter, entre guillemets, dans les orphelinats au prétexte de les adopter. Enfin bon, les enfants sont les premières victimes. Donc moi je m'étais dit, je vais aller voir. J'ai fait 6 voyages en Haïti. Je dois dire que le dernier voyage... j'ai trouvé ça difficile. Je me suis demandé comment j'allais pouvoir travailler. Et pourquoi c'est difficile? La corruption infernale, galopante, qui est un sport national, comme au Libéria, l'absence d'institutions véritables. Et si je
devais ouvrir un centre là-bas, ce que j'espère faire un jour, il faudrait que je travaille avec la police locale. Alors là, travailler avec la police locale, ce sera un vrai problème. Et puis bon, maintenant, il y a les problèmes qu'on connaît, politiques. C'est pratiquement impossible. Et ça me touche vraiment parce que les enfants disparaissent par containers entiers. C'est-à-dire que... Et ils vont où? Alors ils passent par la République dominicaine, ensuite on les retrouve du côté de Miami, ensuite on les retrouve ici aux États-Unis et un peu ailleurs. Alors en Haïti, j'ai découvert, mais je l'avais vu déjà au Libéria, il y a ce qu'on appelle des pseudo-missionnaires. Alors ils inspirent confiance, hein. Ils sont, je ne sais pas ce qu'ils sont, chrétiens ou je ne sais pas quoi, et ça m'est complètement égal. Ce sont eux, pas tous, mais ceux que j'ai vus, ce sont eux qui vont dans les orphelinats et qui prennent des enfants sous prétexte d'adoption pour les revendre en tant qu'esclaves sexuels. Donc, à croire que les pays qui font face à des conflits sont les pays les plus... enfin ceux dans lesquels il arrive le plus de choses terribles. Mais cette traite des personnes sexuelles, ça arrive même dans les pays où il n'y a pas de conflit, n'est-ce pas? Tout à fait, ça arrive chez nous. Voilà. En France, j'avais rencontré le directeur de la police qui avait eu le toupet de me dire qu'il avait recensé 23 000 jeunes roumaines, africaines, ukrainiennes, russes, qui étaient des esclaves sexuels. Donc, évidemment, ça n'a pas été entre nous, parce que je pars du principe que s'il en a recensé 23 000, pourquoi n'a-t-il rien fait? Moi, je ne peux pas donner de chiffres. Sur tout ce que j'ai vu dans les pays où je suis allée, c'est impossible de donner des chiffres. Il y a les jeunes femmes que vous trouvez la nuit et que vous libérez, et puis il y a toutes celles que vous ne trouverez pas parce qu'on les a cachées. Il y en a partout, il y en a à Londres, il y en a dans tous les pays du monde. Et le monde est bien départagé parce que c'est le crime organisé. On échange des filles contre de la drogue et des armes. Pendant la guerre en Bosnie, les Serbes et les Croates qui ne pouvaient pas se voir, ils étaient ensemble quand il s'agissait d'ouvrir un bordel à Srebrenica, dans lequel ils mettaient leurs propres jeunes filles. C'est un tableau assez triste. Vous avez tout de même des histoires qui sont gaies, disons, vous avez pu aider certaines filles à arriver à en sortir ou J'ai revu il y a très peu de temps la petite Marocaine pour laquelle j'ai écrit mon livre, Un visa pour l'enfer. Elle est à Paris maintenant. Si vous me demandez si elle est heureuse, je vous répondrai non. Pourtant, elle a 2 petits-enfants. Mais je n'ai jamais oublié ce que m'avait dit un psychiatre, le psychiatre des forces de l'OTAN en Bosnie, quand j'avais été lui demander quel était l'avenir de ces jeunes filles, de ces gamines parfois. Il m'avait dit ce qu'elles ont subi est aussi dramatique que ce que subissent les soldats en Afghanistan ou en Irak. C'est épouvantable. Donc, est-ce qu'elles peuvent s'en remettre? Je ne crois pas. Elles essaient, mais c'est pas facile. Elles ont des traumatismes exactement. Très graves. Très, très graves. Oui, aussi terribles que les soldats. Donc, c'est un peu difficile. C'est pour ça que je voulais tellement ouvrir mes centres, pour que, par exemple, ces gamines, quand elles rentrent chez elles, elles aient comme un sas de décompression, qu'elles restent avec nous comme elles veulent, qu'elles aient le temps de se reconstruire, d'apprendre un métier, peu importe. Mais bon, pour l'instant, ça reste au niveau du vœu pieux. Donc, quel est votre plus cher désir? Je dirais avoir l'argent nécessaire pour pouvoir ouvrir ces centres. Un autre de mes vœux, c'est très égoïste que je vais vous dire, c'est que je souhaiterais que ma route n'ait jamais croisé ces jeunes filles. Je souhaiterais que Jacques Klein, qui était mon boss en Bosnie, et qui m'a fait venir pour faire ce genre de travail, ne m'ait jamais contacté. Parce que une fois qu'on a vu la nuit le regard de ces gamines qui ont été forcées de coucher avec une vingtaine de types, qui ont été torturés, à qui il est arrivé toutes sortes d'horribles choses, on ne peut jamais l'oublier. Donc quelquefois je lui en veux de m'avoir appelé. Je me dis j'étais tellement tranquille avant. Vous aussi, vous avez des cicatrices? Oui, probablement. Moins dramatiques que celles de ces jeunes filles, mais elles sont là quand même, pour vivre avec. Célia de La Varenne, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.
Voilà, et c'est avec Célia de la Varenne qui était interviewée par Florence Westgard que nous terminons cette édition spéciale, une édition consacrée à la traite des êtres humains. Merci de votre fidélité, bonne fin de semaine, on se retrouve lundi, même heure, même fréquence.